Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir encore une fois sur le canal de Vertical Project. Ce soir, on va parler à nouveau du sujet des ovnis. Nous allons avoir un invité tout à fait exceptionnel, Charles-Maxence Laillé. Mais avant, une petite annonce pour vous rappeler ou vous indiquer, si vous ne l'aviez pas repéré, que le 17 mai, en présentiel, donc dans une salle de conférence, le 17 mai à Lyon, se tiendra une après-midi intitulée OVNI aux frontières du réel. Elle sera animée notamment par Najib Kari, le fondateur de Vertical Project. Il abordera un thème, une énigme aux multiples facettes entre esprit et matière. Et il y aura pour l'accompagner Éric Zurker, toujours sur le sujet des ovnis, les rencontres approchées du troisième type et les clés sémiologiques. Donc cet après-midi en présentiel se passe de 15 heures à 18 heures et ça se passe dans la splendide salle de conférence de l'hôtel Charlemagne à Lyon. Donc, je vous recommande tout particulièrement cet événement. Une petite précision encore, donc, les ovnis sont une réalité physique, mais ils semblent agir sur notre conscience. Ça sera un peu le thème de cet après-midi. S'agit-il d'une civilisation extraterrestre, de voyageurs temporels, ou alors d'une manifestation du soi? De quelles hypothèses disposons-nous pour expliquer ces manifestations? Eh bien, la réponse sera donnée en partie cet après-midi-là avec des comptes rendus d'enquête, des révélations exclusives et une démonstration que le phénomène OVNI influence sur l'histoire et sur la géopolitique. Donc un rendez-vous à ne pas manquer. Donc ce soir, nous recevons Charles-Maxence Laillé pour un livre qu'il vient d'éditer chez First Edition, Le printemps des ovnis, l'hypothèse extraterrestre, les faits, le mythe. Alors je montre le livre à l'écran, vous l'avez tous reçu dans l'annonce de la visioconférence de ce soir. Un livre qui est imposant par le volume, c'est toujours intéressant de le dire, presque 450 pages. Et alors, ce livre est préfacé et présenté par Didier Van Kovler, qui est un personnage très connu dans tous les sujets qui nous intéressent. Il a édité notamment L'insolence des miracles, que je vous montre ici. Ceci pour vous montrer que le préfacier du livre de ce soir, donc, est quelqu'un qui est tout à fait versé dans nos sujets. Il a écrit notamment le dictionnaire de l'impossible, le nouveau dictionnaire de l'impossible et au-delà de l'impossible. Et son dernier livre, L'insolence des miracles, a été réédité en édition de poche. Et avant de passer la parole à notre invité, Charles-Maxence Laillé, je voudrais simplement lire, une fois n'est pas coutume, mais dans la préface faite par Didier Van Kovlar, on comprend tout de suite de quoi il va s'agir dans le livre Le printemps des ovnis. Didier Van Kovlar dit que nous soyons confrontés à des intelligences venues d'ailleurs ou aux applications secrètes d'une science purement terrienne, à des projections matérialisées de notre imaginaire collectif ou à des irruptions holographiques de notre humanité future, ces phénomènes nous interrogent de manière pressante sur le devenir de notre planète. Le ton est donné, ça résume un peu, on va dire, l'ambiance du livre. Charles Maxence, bonsoir, content de te recevoir en direct sur Vertical Project. J'espère que tu es prêt pour cette soirée. Tout va bien? Bonsoir, merci à Najib, merci à toi. On va se tutoyer hein, si tu en es d'accord Bien dans sûr. le cadre de cette émission et merci à toutes les personnes présentes d'avoir répondu à cette invitation, à cette rencontre privilégiée. Et effectivement, oui, je suis prêt à passer sur le grill des micro-ondes. Bon, alors, Charles Maxence, donc, tu es auteur, tu es journaliste scientifique, tu as collaboré notamment et tu collabores notamment au magazine Nexus, magazine que je connais bien puisque je collabore moi-même de temps à autre à ce magazine. Et puis, tu as été le rédacteur en chef enfin, ou l'animateur de Orbs, l'autre planète, en hommage à la revue Planète
qui était édité à l'époque par Louis Pauwels et Jacques Bergier. Et le numéro que j'ai entre les mains, je fais beaucoup de publicité parce que c'est vraiment des documents intéressants. Il fait presque 200 pages. C'était un numéro de Orbs spécial contact consacré donc au phénomène OVNI. Et je dois dire que je me suis également régalé sur ce document. Je vais juste citer deux chapitres, mais après on parlera du livre, hein. L'affaire Humo aujourd'hui, vous savez, l'affaire Humo, c'est cette histoire de contact avec une civilisation extraterrestre, en tout cas supposée depuis les années 60. Et puis il y a un autre article, donc des articles sont très variés, le statut juridique de l'extraterrestre. Et alors, ce numéro, qui est quasiment un livre, est rempli d'une iconographie exceptionnelle, des documents, des dessins, des photos. Donc, en plus du livre, je vous recommande de vous procurer ce numéro de Orbs qui est vraiment exceptionnel. Alors, Charles Maxence, tu m'as dit, et ça m'a vraiment amusé, mais c'est bien, je ne suis pas un enquêteur sur les ovnis, je n'ai jamais été témoin d'une observation d'ovnis, je suis un journaliste issu de la génération X-Files, hein, la fameuse série qui a vraiment défrayé la chronique sur les ovnis et les phénomènes mystérieux. Alors, moi, tout ceci me fait dire que ton livre sur les ovnis est en lui-même un véritable ovni dans le panorama de la littérature ufologique. Alors, première question, d'où vient ce titre? Parce que je dois dire que le titre, Le Printemps des ovnis, c'est pas non plus un titre tout à fait conventionnel. D'habitude, on nous dit OVNI, révélation, OVNI, les cas de rencontres rapprochés. Là, c'est le printemps des ovnis. Pourquoi ce titre? Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, c'est l'expression le printemps de quelque chose, le printemps de l'éducation, le printemps de l'économie, le printemps de la jeunesse ou des choses comme ça. C'est des expressions qui sont devenues assez courantes depuis une dizaine d'années, en fait, dans le secteur de la société civile par rapport à des projets citoyens ou des projets qui visent un petit peu à bousculer les lignes. Je pense notamment au printemps de l'éducation, qui était une initiative portée par plusieurs associations et organisations qui militaient pour une autre forme d'éducation, plus inclusive, plus non violente, avec de la méditation, avec de l'empathie, avec des choses de cet ordre-là, avec une pédagogie un peu plus, comment dire, avec le cœur, on pourrait dire, voilà, directement. Et, euh, et c'est vrai que lorsque Didier Van Kovlart a pris contact avec moi quelques mois après la parution de Horde Special Contact, du numéro qui est sorti donc en décembre 2022, qui est effectivement dans cette continuité de la revue Planète, dans cette continuité d'une démarche un peu à la fois encyclopédique, à la fois transfrontière ou transdisciplinaire, où on va croiser un peu comme ça plusieurs disciplines, qui touchent à tant l'histoire de l'art qu'à la physique des nouvelles énergies ou à la parapsychologie aussi, bien sûr. Eh bien, en fait, ce qui est assez rigolo sur ce titre, c'est que c'était le titre du projet du manuscrit, de la note d'intention, du synopsis que j'ai transmis à l'éditeur, et le titre a été conservé jusqu'à son terme, jusqu'à la parution. Et effectivement, cette idée du printemps, c'est à la fois l'idée de l'éclosion, c'est à la fois l'idée d'un renouveau, c'est aussi l'idée de cette montée de sève, d'une montée en énergie vitale, hein, bien sûr, et qui du coup s'épanouit, s'égaye, s'ouvre devant nos yeux, un peu ravis. Et il y a un peu cette énergie. Et je dois avouer, ça c'est la dernière anecdote concernant, on pourrait dire, le making-of du bouquin, c'est que initialement il devait paraître en novembre 2024. Tu l'as souligné, le livre pèse son poids. Et en fait, initialement, même le manuscrit était même encore plus gros, et j'ai retiré quasiment un tiers du manuscrit. On verra si ça paraîtra sous d'autres cieux et sous d'autres zodiaques. Mais donc, ce qui fait qu'il n'a pas pu paraître en novembre dernier, puisque j'ai un peu livré le manuscrit en retard, hein. J'étais un peu à la bourre, vu qu'il était plus gros que prévu. Ça Et arrive. puis, et puis, il devait paraître le 7 mars, et puis finalement, il est paru le 20 mars, ce qui fabrique une espèce de fenêtre et de synchronicité assez sidérante, à défaut d'être sidérale. Voilà, mais ça m'a bien. Quand d'un coup, j'ai pris conscience que l'intitulé correspondait à la date de sortie et réciproquement, j'avoue que ça m'a bien fait sourire. Voilà. Alors, c'est tout à fait effectivement intéressant de donner un peu le contexte. Alors, le printemps des ovnis, moi, je considère que c'est vraiment une sorte de carnet de route,
une sorte de voyage journalistique, et c'est ce qui fait que ce livre est tout à fait intéressant. Il n'y a pas de notes en bas de page. Moi, je l'ai lu comme, j'allais dire comme un roman, sauf que c'est un roman vérité. Alors, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup plu en démarrage du livre. Tu nous racontes sur quelques pages, c'est vraiment très rapide, mais tu nous racontes une expérience où tu es allé dans un crop circle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, tu ne donnes pas de conclusion, on va dire, trop marquée, mais explique-nous, parce qu'il y a quand même peu de personnes qui s'intéressent aux ovnis ou qui ont écrit sur les ovnis, qui sont allés dans un crop circle, ces fameux cercles de blé qui sont écrasés avec des figures géométriques parfaites. Explique-nous un peu ce petit épisode qui sert d'ouverture, on va dire, au livre. Oui, bah, c'est un coup de chance en quelque sorte, ou en tout cas pareil, c'est un heureux hasard. Ça s'est passé en 2018 ou 2019. De mémoire, c'était 2018. Et donc, c'est un crop circle qu'il y a eu dans le Berry. Donc à ce moment-là, je résidais sur Orléans, donc j'étais à une heure et demie de route, hein. Et c'est vrai que les crop circles, bon ben voilà, pour nous tous ou pour toutes les personnes qui peuvent s'intéresser à ce phénomène qui est quand même assez hypnotique et captivant au niveau de ses formes géométriques, de cette géométrie sacrée, de tout ce qui peut rayonner, quoi. Et notamment maintenant avec on pourrait dire les crop circles vus du ciel, hein, avec les photos aériennes et ce que ça permet de voir vraiment dans sa plénitude et son épanouissement. Donc, c'est soit on va en Grande-Bretagne, soit on y va en crapahutant par soi-même et en montant sa petite expédition, soit on va plutôt se joindre à un voyage organisé, que ça dure un week-end ou 5 6 jours. Et puis, et donc là, il y a eu la chance qu'il y ait un crop qui apparaisse pas loin. Et je dois avouer que ça a été ni une idée, ni deux, hein. Le petit groupe ou les quelques-uns qu'on pouvait être sur Orléans, qui étaient qu'on connaissait via la revue Orbs ou qui participaient au repas ufologique d'Orléans. On a claqué les portières, on a fait un convoi de 3 voitures, 4 voitures, et puis on est allé là-bas direct et fissa parce qu'on a toujours cette angoisse que le crop soit effacé ou soit détruit l'agriculteur. Et pas du tout. Alors, effectivement, ta mémoire est bonne, hein, c'est bien en 2018. Qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion? Est-ce que tu relis ça directement aux ovnis? Est-ce que c'est on va dire, du land Non, art? non, je le mets d'abord sur le rang de l'expérientiel. C'est-à-dire que c'est ce qui est si on va utiliser un mot qui, je pense, est important à garder en tête, c'est la notion d'échelle. C'est-à-dire quand on est un petit être humain, qu'on arrive à côté d'un champ, qu'on traverse une route départementale, donc qui n'est pas très large, et qu'on voit ce champ avec une figure qui fait plusieurs dizaines de mètres de diamètre, il y a quelque chose qui vous dépasse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un choc esthétique de fait avec la rencontre ou l'approche. Comme il y a ce choc esthétique, euh, pour ceux d'entre nous qui suivons un peu ce qui peut se dire en philosophie sur ces sujets-là, ou qui pouvons avoir eu comme ça des rencontres fortes, sensibles face à des œuvres d'art, eh bien, en fait, ça fabrique un état de silence en fait. On n'a pas du tout envie de faire la pipelette quand on se rapproche du crop. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, au sens où il y avait déjà des gens à l'intérieur et nous-mêmes, nous étions un petit groupe. On n'est pas du tout rentré dedans comme un groupe qui avance en pack façon équipe de rugby qui s'apprête à faire une mêlée. Non, non, on était plutôt en file indienne, voire même éloigné de quelques mètres les uns des autres. Et on est rentré chacun à sa vitesse. C'est vraiment une expérience individuelle première et où il y a beaucoup de silence. Ça, moi, ça m'a marqué. Il y a vraiment beaucoup de silence. Euh, comme c'est évidemment une zone rurale, on peut avoir une voiture qui passe de temps en temps, mais c'est vraiment de temps en temps. Et donc, il y a beaucoup de silence. Et quand on commence à pénétrer à l'intérieur, bon, moi, je suis pas vraiment sensible, consciemment sensible, en tout cas, au champ d'énergie, aux bulles, aux trucs, aux machins. Mais on sent quand même qu'il y a des voiles ou qu'il y a des trucs qu'on traverse, qui peuvent tout à fait parfaitement s'expliquer liés à la géométrie hein, de l'espace, à la forme qui était présente, parce que qui plus est, évidemment, c'était une forme. Il y avait plusieurs cercles qui étaient entremêlés dans ce cercle du Berry. Et, euh, et donc, on est face à un truc où on est vraiment en train de mettre le pied dans l'extraordinaire. Et ça crée quelque chose. Psychologiquement, ça crée quelque chose, ça peut créer une ouverture, ça peut créer une question. Moi, je sais que ma seule envie, c'était de m'accroupir et de mettre la main au sol et de toucher, et de toucher les brins de paille
pour vraiment ressentir ce qu'il en était, pour évidemment regarder les pliures, comment ça pouvait être tourné. Et puis derrière, voilà, on va y rester 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie. On avait de la chance, il faisait beau, le soleil était là, il était doux. Et puis, quand on se parle à voix basse ou on chuchote, parce qu'il y a, bon, il y a des personnes qui sont là avec leurs antennes, avec leurs baguettes, d'autres qui sont avec des appareils électroniques un peu plus sophistiqués en train de mesurer. Mais c'est un truc assez extraordinaire comme expérience personnelle, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous en parler. Ce soir, on ne résoudra pas la question, les crop circles sont-ils liés aux ovnis? En tout cas, je confirme tout ce que tu dis parce que moi-même, j'ai eu l'occasion à 3 reprises d'aller sur des crop circles, un dans la région de Valence il y a presque une dizaine d'années et 2 autres dans le département de l'Ain, il y a 2 ans et 3 ans en arrière. C'était des figures près de Valence, la figure faisait peut-être 150 mètres de diamètre, des figures géométriques assez complexes, et dans l'Ain, une centaine de mètres de diamètre, avec ces tiges de blé entremêlées. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de silence qui s'impose. Et dans les 2 cas, au jour J-1, en fin de journée, il n'y avait rien. Et au jour J, le matin, il y avait quelque chose. Donc, s'il s'agit d'une construction humaine, eh bien, les artistes sont très très forts. Bon, dans ton livre, moi, il y a un passage qui m'a tout à fait passionné. Ça remonte à peu de temps, février 2024. Tu nous parles du Parlement européen et de ta rencontre avec un député européen, Francisco Guerrero. Alors, j'allais dire quid, je crois qu'il y a eu des interventions, qu'on a parlé dans l'enceinte du Parlement européen des ovnis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Oui, tout à fait. Alors, à ce moment-là, je travaillais encore au sein du Parlement européen et qui plus est, en tant qu'assistant parlementaire, je travaillais dans le même groupe politique que le député Francisco Guerrero. Donc, ce qui fait que même si on n'avait jamais eu de dossier en commun ou qu'on n'était pas dans les mêmes commissions, les commissions, c'est un peu les mini-parlements, les sous-parlements thématiques qu'il peut y avoir sur l'environnement, sur le transport, sur les droits de l'homme, etc., etc. C'est là où les textes se préparent et se peaufinent avant d'être avec des groupes de travail avec des commissions qui font 30, 50, 80 députés, avant que ça passe ensuite en plénière avec le vote avec 750 députés, qui est un peu un vote qui va entériner ce qui a été décidé en commission. Et donc, la députée pour laquelle je travaillais, qui était donc Michel Rivasi, n'était pas dans les mêmes commissions que Guerrero, donc on n'avait jamais eu de contact ensemble. Donc, ce qui fait que moi, j'ignorais complètement son intérêt pour le sujet. Et donc, c'est vraiment quand il y a des vidéos de son intervention en plénière où il prend la parole de façon très brève pour interpeller la Commission européenne sur la question de l'étude par rapport aux ovnis et d'une étude, c'est-à-dire à travers la mutualisation des données européennes sur le sujet. Qu'en est-il est-ce qu'on a est-ce que les signalements qui sont faits à l'échelle des États membres remontent à l'échelle européenne? Est-ce que quand on a un avion, par exemple, hein, qui se déplace entre les Pays-Bas et l'Italie. Et donc, est-ce que c'est déclaré en Italie? Est-ce que c'est déclaré aux Pays-Bas? Qui déclare? Comment? Quoi? Est-ce qu'on a donc comme ça des outils administratifs d'harmonisation et d'assemblage ou de collecte des données à l'échelle européenne? Pas vraiment. C'est vraiment dispersé, on pourrait dire, dans les collectes des données. Il y a ce qui se passe du côté de l'Agence spatiale européenne, il y a ce qui se passe éventuellement du côté de l'autorité de l'aviation européenne qui supervise un peu les trafics, et puis il y a ce qui se passe bien sûr au niveau de chaque pays, mais pour l'instant c'est quand même, il n'y a pas grand-chose, et quand il y a quelque chose, c'est un peu armée espagnole, et en plus il n'y a pas forcément de suivi derrière, donc il y a, et c'est ça qui a attiré l'attention de Guerrero, il y a un phénomène de déperdition de déperdition d'informations qui va être conséquent, quoi. L'autre D'accord. aspect, c'est que Guerrero Oui, était lui-même sceptique. Le sujet d'accord. ne l'intéressait pas. Enfin, le sujet pouvait l'intéresser intellectuellement, mais c'était un sujet sur lequel il était plutôt sceptique, comme en général, il me l'a souligné lors de notre entretien. Il est plutôt sceptique sur tous les dossiers en général. Il est de parents qui sont scientifiques et donc il a plutôt grandi dans une culture sceptique ouvert, mais sceptique. Et là, on est en 2023. Il y a la fameuse audition de juillet 2023 au Congrès des États-Unis avec David Grush qui évoque les annonces qu'il a faites dans ce cadre-là.
qu'il y a des récupérations de vaisseaux, qu'il y a des entités biologiques, etc., etc. Et donc, ben, Guerrero, il dit, mais je comprends pas là. On en parle au sein du Congrès des États-Unis et on n'en parle pas en Europe. On en parle au Japon, on en parle en Amérique latine, mais on n'en parle pas en Europe. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Et donc, c'est là où il a commencé à prendre la parole. Il a pris la parole d'abord sous la forme de questions écrites, et puis ensuite, il a pris la parole sous la forme bon, donc les questions écrites, ça met 2, 3 mois pour avoir une réponse. C'est un outil, c'est un levier d'interpellation de la commission que peuvent avoir les députés européens. C'est un outil qui est à leur disposition. Et donc, quand ils posent une question écrite à la Commission européenne a une obligation de réponse dans les 2 ou 3 mois qui vont suivre. Et donc, Alors, il a utilisé ces leviers-là d'abord pour poser des questions, et puis il en a posé une première, et puis il en a posé une deuxième, dans le cadre de révisions de législation qui sont dans les tuyaux, qui concernent par exemple la législation spatiale. Et puis à côté de ça, on avait la question de la sécurité des transports aériens, quoi. Et donc il a posé plusieurs questions. Il a eu des fins de non-recevoir pas forcément poli, des fois poli et des fois pas très poli de la part de la Commission européenne. Et donc, il a d'accord. continué à interpeller. Il a fait un discours très bref qui durait une minute et demie en plénière en février 2024. Et c'est là où, en fait, ça a été posté sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Twitter. Et ça a été un carton en termes d'audience. Et moi, j'ai découvert son travail dans ce cadre-là. Comme j'étais à 2 étages de son bureau, je me suis permis d'aller toquer à la porte ou d'aller me présenter à son équipe, qui eux aussi ont débarqué, sont tombés des nues de découvrir que quelqu'un d'autre chez les Verts s'intéressait aux questions des ovnis. Et ce qui fait qu'on a pu avoir cette conversation à la fois très en confiance, parce que je n'étais pas identifié comme un adversaire politique, et aussi en sérénité, puisque, premièrement, Guerrero insiste sur la dimension droits humains fondamentaux. Les témoins ont le droit de parler. Les témoins ne doivent pas être discriminés parce qu'ils prennent la parole. On doit se sortir d'une culture de la stigmatisation. Et donc, dans ce cadre-là, Guerrero, pendant tout son mandat de député européen, il avait pris la parole comme ça en permanence par rapport aux gays, par rapport aux LGBT, par rapport au public défavorisé, par rapport à des populations qui subissent des génocides. Et donc, il était coutumier de prendre la parole pour défendre le respect des droits humains en tant que respect fondamental. Et ce qui est très intéressant dans la posture de Guerrero, c'est que la moitié de son propos, la moitié de ses propositions vise vraiment à rendre le sujet fréquentable, propre, sérieux, et vraiment tout d'abord dans la question des droits humains et des droits, ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Et Alors, est-ce après, il y qu'on a une autre peut... partie de ces propositions qui Oui. concerne effectivement quid d'une information à l'échelle européenne et comment collecter l'information et comment la gérer à l'échelle de l'Europe et plus simplement à l'échelle des États membres. Alors, quelque part, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte d'acte de naissance d'un lobby ufologique européen, cette Moi, c'est une de démarche? mes thèses, en tout cas. C'est ce que D'accord. j'ai pu. C'est ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, lorsque j'étais présent à cette conférence qui a eu lieu le 20 mars 2024, puisque il y avait une quinzaine d'associations européennes qui étaient présentes à cette discussion, à cette espèce de séminaire, rencontre, débat qui avait lieu dans l'enceinte du Parlement européen et qu'avait organisé Francisco Guerrero. Et puis, il y avait près de 150 personnes en ligne qui ont suivi en direct l'événement, les 2 heures de débat, séminaire qui ont eu lieu. Et j'ai vu devant moi, c'est des scènes que je raconte également dans l'ouvrage, hein, comme tu as pu le lire, Oui, j'ai oui, pu tout à voir devant fait. moi des associations qui pouvaient se connaître, mais se connaître par email, par messagerie électronique, en ne s'étant jamais vus, qui se sont retrouvés, ils se sont vus certains pour la première fois, et qui étaient belges, suédoises, italiennes, grecques. Non, Alors, c'était vraiment assez génial de vivre comme ça. alors, Alors, c'est pas un quelle est lobby la au sens suite? industriel du terme, mais D'accord. c'est un lobby en tant que groupe de pression avec, on pourrait dire que c'est des organisations de la société civile, c'est des associations bénévoles. Le GEPAN n'a pas participé, par exemple, à cette réunion à Bruxelles. C'était juste le moment où il y avait le changement de direction du GEPAN, donc c'était tout à fait compréhensible. Frédéric D'accord. Courtade avait dû prendre son poste 15 jours plus tôt, et c'était un peu frais pour pouvoir prendre la parole et se présenter au public. Mais en tout cas, en tout cas les forces vives citoyennes européennes étaient au rendez-vous. Alors, est-ce qu'il y a des documents qu'on peut trouver sur le site du Parlement européen par rapport à cette affaire? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que tout d'abord,
en allant sur le site du Parlement européen, si vous tapez Francisco Guerrero et si vous tapez le mot UAP, hein, puisqu'on est avec ce mot-clé-là qui est usité hein, dans le contexte actuel, vous allez voir tout ce que Guerrero a pu faire. Il a même fait une proposition de résolution en son nom propre, hein. Donc c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, mais c'était bien de mettre des idées sur la table en tout cas. Il y a les questions écrites qu'il a posées, les réponses qu'il a obtenues, les interventions qu'il a faites en plénière avec des courtes vidéos qui sont également disponibles, et puis les textes de résolution écrite qu'il a pu produire. Par rapport à à la rencontre conférence du 20 mars 2024, de la même façon, via les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de Francisco Guerrero, YouTube, X et ainsi de suite, il y a aussi l'accès à toutes les archives de l'événement. Et puis moi-même, j'ai commis en avril 2024 un gros article qui est disponible sur UAP Tchèque, hein, où justement j'appliquais des méthodes d'analyse politique, quel était l'impact politique qu'a eu Guerrero et qu'est-ce qu'il y a eu comme impact, qu'est-ce qu'il y a eu comme effet, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence. Et donc j'appliquais comme ça une grille de lecture, d'évaluation, de débrief de l'impact politique de l'initiative, tout en remettant ça un peu en perspective d'un point de vue stratégie d'influence, stratégie de communication, et aussi les D'accord. réactions des institutions qui étaient un peu bousculées par la parole de Guerrero, les réactions d'institutions face aux propositions de Guerrero. Donc tout ça, Bon, c'est disponible sur UAP Tchèque avec un article, et il y a donc énormément de liens à l'intérieur, dont évidemment vers les archives de cette rencontre sur le site du AP Tchèque, dans un article qui est signé sous mon nom. Bon, en tout cas, je trouve que c'est une information effectivement qui méritait de qu'on s'y arrête parce que il y a eu dans le passé, ces dernières années, un certain nombre d'initiatives au niveau du Parlement européen, mais qui n'ont jamais abouti. Elles ont toujours été un peu verrouillées ou elles sont tombées comme lettres mortes. On espère que cette initiative de 2024 donnera quelque chose, peut-être une sorte de collaboration entre les États sur la question des ovnis, même si les autres États européens n'ont pas de GEPAN comme nous en France. Tu as cité le sigle UAP, je rappelle pour nos amis que c'est donc le sigle américain Unidentified Aerial Phenomena, qui est donc le sigle qui a remplacé le terme UFO aux États-Unis et qui veut dire donc OVNI ou phénomène aérospatial non identifié, comme on utilise aujourd'hui en France. Alors, il y a eu une vague d'OVNI en février 2023 au-dessus des États-Unis. On a parlé de ballons chinois, on n'était pas bien sûr. Cette vague s'est un petit peu dupliquée, répliquée en novembre 2024, où là on a parlé de drones, et moi je dirais qu'il s'agissait plutôt de drovni. Tu as un peu enquêté sur, en tout cas tu as recueilli des éléments d'information sur ces deux vagues. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agissait de drones ou est-ce que véritablement il y a eu des phénomènes non identifiés qui par vague ont survolé des installations précises et sensibles au-dessus des États-Unis? Alors, ça, bah, oui et non, ou oui ou non. Enfin, en tout cas, on est sur un mélange des genres par rapport à ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a une communication officielle, notamment du Pentagone ou des porte-paroles de la Maison-Blanche, qui se retrouvent à utiliser le terme UAP, qui se retrouvent à dire que c'est des engins inconnus, et ce qui fait que quand les journalistes dans la salle de presse, hein, par exemple, de la Maison-Blanche, disent vous avez dit OVNI, vous avez dit UFO, UAP, on est dans ce cadre-là, et les personnes disent oui, oui, j'ai dit ça. Voilà. Donc ça crée un émoi médiatique ou une effervescence qui, bien sûr, fait écho et s'inscrit dans la continuité du roman feuilleton qui est là depuis 2017. Il y a un D'accord. premier point comme ça. Ensuite, on va avoir des données classifiées, pas classifiées, divulguées, rendues publiques. Je pense notamment à une image d'un des ballons espions qui ont survolé comme ça l'Amérique du Nord dans la période de février 2023, parce qu'il y a eu de mémoire quatre survols, ou en tout cas quatre objets différents qui ont Oui, été repérés, dont je au moins confirme. trois qui ont été abattus. Et le premier qui a été abattu côté Atlantique, alors qu'il est arrivé côté Pacifique. Et D'accord. donc, il a traversé comme ça le ciel, il a été suivi en direct, et puis à la fin, quand même, il a été abattu par des avions de chasse, et
de la même façon, il y a eu quantité de photos officielles, de belles images d'ailleurs bien faites, qui ont accompagné la communication sur le fait. Ça faisait penser presque aux photos de Roswell, avec des soldats en costume, enfin en tenue militaire, qui sortaient des débris, sauf que là, au lieu que ça soit au sol, c'était avec un canot qui flottait, c'était de l'eau, mais on était avec des tiges métalliques, avec avec des toiles qui ressemblaient à de l'aluminium, qui sortaient de l'eau, puisque c'était un ballon espion. Donc l'histoire du ballon espion de février 2023, c'est assez intéressant par rapport à Roswell et par rapport aux versions qui interprètent Roswell sous l'angle du ballon espion, hein. C'est vraiment et en tout cas les images diffusées publiquement par les services de communication de l'armée américaine sont extrêmement similaires, sauf que dans D'accord. un cas en bord, on est en train de flotter sur les vagues et dans l'autre on est dans le désert. Ça c'est un premier point. Un autre point, c'est que, et ça a été rendu public, c'était quand? Je crois que ça doit être, c'est courant 2024, je crois que ça doit être début septembre 2024. On a eu l'état-major canadien qui a rendu public une image qui correspond à un de ces objets qu'on survolé donc le continent nord-américain avec le fameux NORAD. Donc je précise pour ceux parmi nous qui ne sommes pas, être pas familiers avec ces noms et ces sigles, le NORAD en fait c'est un espèce de commandement commun qui concerne les États-Unis et le Canada et qui vise à protéger le continent nord-américain d'intrusions aériennes. Et donc, il y a un commandement conjoint Canada-États-Unis. Et là, c'est le Canada qui a rendu public une image d'un des objets qui a survolé le continent nord-américain. Alors, ils ont rendu public une image qui correspond à une image qui a été prise au-dessus du territoire canadien, mais c'est via le Canada qu'on a eu une image, bon, qui ressemble à une bouillie de pixels, hein, soyons clairs, mais qui ont rendu public une image que, en tout cas, les Américains n'ont pas diffusée de leur côté. D'accord. Puisque on est toujours sur ce côté, bon alors, à la fois c'est rien, c'est pas grand-chose, mais en même temps c'est suffisamment important pour qu'on s'en alarme, ou c'est suffisamment important pour qu'on la batte, ou en tout cas qu'on fasse les gros yeux à la Chine, puisqu'on va dire que c'est chinois, et voilà. Et puis après, en revanche, et c'est là où je glisse sur novembre 2024 et sur les drones, les Drovni du New Jersey, pour les appeler comme ça pour l'instant, ou en tout cas c'est ainsi que je les ai dénommés dans l'article que j'ai fait publier, paraître dans Nexus, dans le numéro d'ailleurs qui est en kiosque actuellement, sur l'invasion des Drovni, qui fait un peu un récap des hypothèses et de la chronologie des événements, parce qu'il faut toujours s'intéresser à la chronologie des événements. Et donc, ce qui est particulier sur les drones du New Jersey, sur les Drovni du New Jersey, c'est la quantité d'observations. On a entre 80 et 150 observations par nuit pendant quasiment un mois, entre le 14 novembre et le 14 décembre à peu près. Deuxièmement, eh ben, il est à noter que aucun avion de chasse n'a abattu un de ces Drovni, donc c'est une différence quand même majeure. Il n'y a pas eu d'intervention pour nettoyer le ciel. Et quand on a des élus locaux, parce qu'il y a eu par exemple des réunions de communication de la part des services du Pentagone, FBI, le Homeland Security Department, le département de la sécurité intérieure, etc., qui ont fait des réunions conjointes de briefing ou de débriefing auprès des élus locaux, avec des salles de conférence où il y avait quand même 500 élus locaux, 500 élus municipaux du New Jersey qui avaient droit comme ça à un débriefing de l'État fédéral. Et donc, les personnes, donc les services fédéraux et l'armée ont été évidemment, enfin le Pentagone, ont été interpellés par les élus locaux en disant mais comment ça se fait que vous n'avez pas cherché à les abattre, comment ça se fait si ça survolait des sites sensibles et des sites militaires, comment ça se fait que vous n'avez pas cherché à les abattre? Et ça fait partie des points toujours en suspens, c'est-à-dire que là, l'état-major ou les services de communication fédéraux bottent en touche en disant que en fait, il n'y a pas eu de menace, et comme il n'y a pas eu de menace directe, ils n'ont pas eu de mouvement dangereux à notre égard, ben, on a estimé qu'on n'allait pas chercher à les abattre. Vous voyez, donc on est sur des réponses un peu D'accord. diplomatiques, où D'accord, on d'accord. ménage la chèvre et le chou, et en agissant ainsi, on essaye de sauver la face. D'aucuns prétendent que c'est parce que aucun équipement n'était capable de leur faire la chasse et donc de les abattre. Alors, cette vague de novembre 2024 ressemble à celle qui s'est passée en France il y a une dizaine d'années, au-dessus des centrales nucléaires. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais pu trouver d'explication rationnelle. La gendarmerie a ouvert une enquête qui est toujours ouverte et on n'a jamais pu intercepter ou comprendre s'il s'agissait véritablement
de drones ou de phénomènes ovnis. En tout cas, s'il s'agissait de drones, pour la vague qui s'est passée il y a 10 ans en France, il y avait des drones qui étaient de taille très très importante et qui faisaient du surplace dans le plus parfait silence. Donc on est en droit de s'interroger sur C'est cette ça. affaire. Et de la même façon, à aucun moment, ils n'ont pu être interceptés, même quand il y avait des hélicoptères qui les ont pourchassés. Les drones Exactement. ont réussi à s'esquiver. Donc, à l'heure actuelle, tant pour la France que pour les États-Unis, à 10 ans d'écart, on ne sait pas d'où ces drones ont décollé, ni où ils ont atterri. C'est-à-dire qu'on est sur ces niveaux-là en termes d'ignorance, en tout cas. Et puis pour la vague qui s'est passée en France, et il y avait vraiment des survols qui étaient coordonnés, puisque ça se passait à la même heure, suivant la même durée, sur une dizaine de centrales en même temps. Donc, véritable opération militaire sur lesquelles on n'a pas Oui, d'explication. oui. Alors, Et oui, il y a eu dans le cadre des entretiens que j'ai menés au fil du Printemps des OVNI, dans l'ouvrage, j'ai notamment longuement échangé avec Christian Comtesse, qui fait partie des enquêteurs terrain qui ont bossé tout à fait. sur les Drovni au-dessus des centrales nucléaires françaises, des sites sensibles à partir de 2014, puisque Oui, Christian a eu une expérience d'enquêteur bénévole GEPAN, en quelque sorte. Donc oui, tout à fait. il avait un début d'accréditation, en tout cas une reconnaissance de sa compétence. Euh, Deux choses à retenir par rapport à ces événements de 2014, c'est que les survols continuent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à plus d'une centaine, voire même 120 survols depuis 2014. Ça continue encore actuellement. Je confirme. Deuxio, les enquêtes en parallèle des enquêtes officielles, on a des enquêteurs bénévoles, la société civile qui continue à avoir sorti les antennes et à suivre ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a des chiffres qui continuent. Et tertio, un point très important à entendre et qui illustre en tout cas des limitations d'aujourd'hui ou des choses qui interrogent quand on est sur une approche, quand on a une curiosité institutionnelle sur la question des ovnis, c'est que le GEPAN n'a jamais enquêté sur le sujet parce que le GEPAN n'a jamais été sollicité pour enquêter sur le sujet. C'est-à-dire que ni EDF, ni la gendarmerie, ni d'autres autorités n'ont fait appel au service du GEPAN pour enquêter sur ces drones au-dessus des centrales. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est pour ça qu'on n'a jamais entendu le GEPAN parler sur les Drovni, parce qu'il n'a jamais été invité à s'intéresser au dossier. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ça, je crois que c'est effectivement important à souligner parce que je confirme que le GEPAN n'a jamais été mis dans la boucle. Moi, à l'époque, j'avais interrogé le directeur du GEPAN de l'époque qui m'avait dit, ben, comme l'explication a été dite en disant que c'était des drones, nous, on n'enquête pas sur les drones, donc on n'est pas saisi, donc on ne s'en occupe pas. Donc l'affaire est restée en suspens. Alors, dans ton propos, tu as cité la date de 2017, le 16 décembre 2017. Dans ton livre, tu dis qu'il s'agit un petit peu d'une vague de fond, et on parle de la vague de fond du New York Times. C'est l'époque où on commence à parler des services du Pentagone qui s'occupent du phénomène ovni aux États-Unis, c'est ça? C'est bien cela, oui. C'est-à-dire qu'en fait, de mémoire, je crois que c'est le 17 décembre, ou en tout cas 16 ou 17 décembre 2017, on a trois articles qui paraissent dans trois médias clés, trois médias qui sont les médias les plus irréprochables et les médias de référence, comme on dit, dans la grande presse. Donc là, on est dans un contexte américain, États-Unis. Donc ça paraît dans New York Times et dans les heures qui suivent, il y a aussi un article, un gros papier qui sort dans le Washington Post, qui est le média à travers lequel le scandale du Watergate avait été révélé au début des années 70. Et puis on a un troisième média qui s'appelle Politico, qui est un média un peu plus hybride, un peu plus d'aujourd'hui, qui a une déclinaison papier, mais qui est surtout un média web et qui couvre l'actualité politique sur un ton un peu irrévérencieux, quoi, avec beaucoup d'informations avec beaucoup. C'est une espèce de canard enchaîné, mais qui traite l'information politique à la façon de Libération ou à la façon des Échos, quoi, en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc Alors, c'est comme oui. si chez nous, Le Monde, Le Figaro et puis les Échos ou l'opinion sortait des articles sur la question sur un programme secret OVNI qui aurait été fait à l'échelle européenne ou à l'échelle française depuis 2012, quoi, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de cette époque, et c'est ce qui semble apparaître dans ton livre, que ça a enclenché la création d'un département au sein du Pentagone qui s'occupe de ça, des enquêtes sur les ovnis, et qui nous ont conduits jusqu'aux fameuses auditions au Congrès américain. Est-ce que c'est ça vraiment le facteur déclenchant, 2017, et à partir de là, la machine s'est emballée, si je puis dire?
C'est ça, mais la machine s'emballe avec le mois de décembre 2017. C'est-à-dire que ça s'emballe médiatiquement avec bah, une info croustillante, c'est que il existe au sein du Pentagone, ou en tout cas il a existé à partir des années 2007, 2008, 2009, un programme confidentiel, pas forcément classé, mais en tout cas confidentiel, euh, qui a été financé un peu en cachette pour étudier la question des ovnis. Et ça se passait non pas via le Pentagone, mais via un service du renseignement, enfin une unité qui s'appelle la DIA, qui sont l'agence de renseignement au sein des services militaires, donc au sein du Pentagone, pardon, entre guillemets, voilà, D'accord, c'est comme ça. d'accord, Donc c'est différent de l'US Army, c'est différent de l'US Air Force, c'est différent de la Navy. Il faut avoir conscience qu'aux États-Unis, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a 18 ou 17 agences de renseignement au sein du labyrinthe des agences fédérales américaines et ça, elles ont un statut particulier au sein de la législation américaine. Ils appellent cela la communauté du renseignement. Donc on va avoir des responsables administratifs et des législations qui concernent la communauté du renseignement et donc qui va s'exercer sur l'ensemble de toutes les agences d'accord. composant la communauté du renseignement aux États-Unis. Et ensuite, en fonction des agences, on va avoir des règles ou des mandats, des missions qui vont leur être propres. Et donc, la CIA fait partie de la communauté du renseignement. La FOSI, les services secrets de l'US Air Force, de l'aviation américaine, font partie de la communauté du renseignement. Et puis, on a la DIA qui fait aussi partie de la communauté du renseignement. Et la DIA étant une grosse agence. Voilà. Et la DIA répond directement du Pentagone, alors que la CIA, pas du tout. Et le FBI non plus, etc., etc. Donc on a comme ça des approches verticales et des approches horizontales. Et donc c'est une agence au sein de l'appareil fédéral américain à qui on a filé 22 millions de dollars pour mettre en place un programme. Et ce programme a été sous-traité auprès de Bigelow, le fameux magnat immobilier américain, qui a monté une start-up, qui a monté une entreprise dédiée pour pouvoir répondre aux contrats que le gouvernement, que l'État américain, ou que la DIA en tout cas, pardon, confiait. Voilà. Et chercher un sous-traitant et Bigelow, BAAS, Bass, a été le sous-traitant de ce contrat de la DIA qui avait pour mission d'étudier la question des ovnis. Ensuite, ce contrat, enfin cette mission ou ce programme de recherche a duré jusqu'aux années 2010-2011. Et après, les responsables ont cherché à trouver des nouveaux financements qu'ils n'ont pas obtenus. Et donc, il y a eu une continuité bénévole au niveau des personnes qui pouvaient être au sein du Pentagone, qui avaient pu être impliquées sur certaines tranches du programme. Et donc, il y a eu comme ça un suivi de leur propre initiative sur leur temps libre. Quand c'était possible, avec des gens qui fonctionnaient en groupe de travail, en groupe projet, et parmi eux, il y avait donc Elizondo. Et c'est Elizondo qui dévoile le programme ATIP, hein, qui est donc un sous-programme du grand programme AWASP, hein, qui a existé de 2008 à 2010. Voilà, pardon pour les deux acronymes en question, il faudra peut-être les citer. Et je vais les citer dans le chat pendant que tu me poses une nouvelle question. D'accord. Alors, tout ça a conduit effectivement à un certain nombre de rapports édités par le département au sein du Pentagone qui s'occupe de la question des ovnis. Ça a conduit à plusieurs auditions au sein du Sénat américain. Et la dernière audition date du 26 juillet 2023. Et là, je trouve qu'il y a une déclaration stupéfiante qui est faite par les parlementaires américains. Ils disent, les UAP, donc les ovnis, nous ne savons pas d'où ils viennent, qui les a fabriqués, ni comment ils fonctionnent. Alors, est-ce que le Parlement américain, le Congrès va s'arrêter là, ou est-ce qu'il y a d'autres travaux, d'après ton enquête, qui sont en cours et qui vont aller vers des révélations peut-être encore plus fracassantes? Alors, là, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand le Sénat américain découvre il y a un programme qui a officiellement enquêté et cherché à rassembler le maximum de données possibles sur les ovnis au sein du Pentagone. Euh,
ils veulent avoir plus d'informations. Et ils rentrent dans une logique qui est, nous, notre devoir, c'est de superviser la dépense publique. Et donc, ce n'est pas possible que on nous dissimule des informations de cet ordre-là. Parce que le dévoilement de décembre 2017, c'est un coup de tonnerre qui est d'autant plus important que officiellement, depuis 50 ans, depuis la fin des années 60, aux États-Unis, officiellement, l'État américain, la position est que les ovnis n'existent pas et que ça ne vaut pas la peine de s'y intéresser. Je dis bien que c'est la position officielle, c'est-à-dire quand on a des lanceurs d'alerte ou des divulgateurs ou même des conférences de presse comme celle qu'avait pu monter, euh, qui s'appelait le projet Disclosure, le projet de divulgation qui s'est déroulé en 2001 aux États-Unis avec une conférence de presse qui a duré 8 heures avec une vingtaine de témoins qui se sont succédés et qui tous étaient des anciens militaires et qui racontaient comment ils avaient observé des incursions sur leur base ou leur rencontre avec des éco-radars et ainsi de suite. La position institutionnelle, la position de l'État américain était y compris des agences, CIA et les autres, étaient ça n'existe pas, nous n'enquêtons pas là-dessus. Donc Donc ce qui ça a fait changé. Ça a voilà, changé, ce qui fait que l'annonce visiblement. de 2017, l'annonce de 2017 vient complètement en contradiction avec et vient dédire ce que des agences officielles ont pu dire sur les 20 ou 30 ans qui ont précédé. Donc, ce qui fait que à partir de là, 2018-2019, les témoins qui sortent du bois euh, à l'occasion des articles du New York Times, du Washington Post et de Politico. Donc ça se répand comme une traînée de poudre dans la presse et les médias. La télé va faire des documentaires National Geographic, History Channel, et puis aussi il y a CBS qui fait un 60 minutes qui fait un 60 minutes dédié à cette question de la divulgation, en tout cas des lanceurs d'alerte, des anciens militaires, des lanceurs d'alerte Elizondo en tête, hein, que vous avez reçu ici il y a 2 semaines à peu près maintenant, Tout à euh, fait. sont interviewés et les témoins des pilotes des avions de chasse, les pilotes d'avion qui témoignent qu'ils ont vu des trucs en 2004 ou en 2015 ou en 2016, puisqu'on a aussi les vidéos hein, qui ont été mises en ligne à ce moment-là en 2017 et que le Pentagone va officiellement authentifier en 2021. Ces vidéos font que la télé commence à s'intéresser. On a des documentaires qui sortent et le 60 minutes de CBS va être un carton d'audience. C'est une des plus grosses audiences qu'ils ont jamais faites. Donc on D'accord. a quelque chose vraiment qui se met en place au niveau de l'opinion publique et donc les élus du Congrès se mobilisent et on a un noyau dur d'élus tant des sénateurs que des représentants. Donc ça correspond au Sénat et aux députés en gros. Donc on a des représentants du Congrès et des sénateurs du Congrès qui ben, commence à vouloir faire des auditions et on a les premières auditions qui apparaissent à partir de 2021. Donc on a la D'accord. période 2017-2021, c'est le moment où l'ébullition, la bouilloire est en train de chauffer et la masse critique se déroule par médias interposés, articles de presse et reportages télé. On a ben, Elizondo, Christopher Mellon, enfin tous les visages du lobby UFO américain qui sont interviewés à tour de rôle et qui se passent la balle. Et à partir de 2000, donc il y a des briefings à huis clos qui se déroule au sein du Congrès des États-Unis. Je pense notamment à un briefing qui a eu lieu en janvier 2020 auprès des sénateurs qui ont le droit d'être au courant, parce on a des sénateurs qui ont le droit et d'autres qui n'ont pas le droit. Il y a à peu près 8 sénateurs clés qui ont plus d'accès à des documents confidentiels, on va dire, que les autres. Et donc, eux ont eu droit à des briefings à huis clos. Et c'est D'accord. suite à ça qu'on a les premières auditions publiques qui arrivent en 2021. Et là, on bascule dans ce que dans l'ouvrage je raconte en appelant la bataille du Congrès. Alors, c'est aussi l'époque où il y a plusieurs témoignages qui remontent à la surface. Il y a un cas, moi, qui m'a tout à fait passionné. C'est un cas que tu décris qui se déroule en 2014 avec un pilote à Virginia Beach. Et c'est le cas d'un cube sombre à l'intérieur d'une sphère transparente. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce cas qui est assez exceptionnel et qui date de Oui, alors, 2014? un premier cas qui est très robuste ou très solide et qui va attirer l'attention du public et bien sûr les auditions du Sénat, ce sont les observations Tic Tac, le Nimitz en 2004 Tout à côté fait. Californie. On en a Et parlé plusieurs fois. exactement. Et en 2017, 2018, 2019, dans les
les militaires à la retraite qui vont prendre la parole, on a aussi des pilotes d'avions de chasse qui sont de la Navy, eux aussi, mais qui, eux, étaient sur des entraînements côté Atlantique D'accord, sur la côte Est. Et cette observation de la sphère, de la petite sphère avec un cube à l'intérieur, ce qui est quand même super particulier, comme c'est vraiment la quadrature du cercle avec le cercle, enfin la sphère et puis le cube dedans. On est dans un objet 3D. Ça se déroule donc sur la côte Est, 2015, 2014-2015 à peu près. Et, euh, et c'est en particulier Ryan Graves, qui est un pilote de la Navy. Donc, on est sur un pilote de chasse qui est sur la Navy, hein. Encore une fois, on n'entend pas parler de l'armée de l'air américaine. C'est que la Navy qui lève un peu qui se retrouve à prendre la parole sur ces sujets-là parce qu'ils sont confrontés à des phénomènes qui, euh, qui sont constatés de visu par les pilotes, mais aussi via des appareils embarqués sur les avions, mais aussi via les radars ou les autres technologies qui, à distance, sondent l'environnement. Donc, on a trois niveaux de confirmation par rapport à ces phénomènes. Et là, donc, ça ressemble un peu à des comportements similaires aux Foo Fighters qui pouvaient avoir été décrits par des militaires qui étaient, par les pilotes des bombardiers ou des chasseurs qui étaient en mission au-dessus du ciel européen lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était donc de croiser des sphères qui soit se déplacent à proximité de l'avion, soit peuvent foncer vers l'avion, soit peuvent avoir des comportements déroutants qu'on va qualifier d'intelligents, hein, parce que c'est pas des comportements au d'accord, hasard. C'est des comportements surprenants, mais qui sont des comportements intentionnels qui sont observés. Et là, donc, hormis cette description visuelle qui est très précise de la part des pilotes et qu'il a donc donné sous serment hein, dans le cadre de son audition au Congrès américain, c'est ça qui est intéressant, euh, y compris si on prend en compte l'hypothèse d'une manipulation, d'une falsification ou d'un témoignage qui serait erroné, on est avec des témoignages qui se déroulent lors d'auditions au Congrès américain face au Congrès et qui se font sous serment. Donc on est quand même dans un cadre extrêmement particulier et moi, et c'est effectivement, maintenant on en est à quatre auditions qui ont eu lieu au Congrès américain depuis 2021, donc on a une trentaine, une quarantaine de personnes qui se sont exprimés sous serment devant des élus qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas envie de faire de cadeaux à la moindre faille ou au moindre mensonge qu'on pourrait leur proférer. Donc, ce qui d'accord, est intéressant sur le... Après, je reviens sur le témoignage du pilote, ce qu'il raconte durant son audition, mais ce qu'il raconte est étayé par des dossiers et étayé par des mesures avec des appareils, des machines et tout ça. d'accord, Il dit notamment, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas une observation isolée. Il va dire, voilà, ça faisait plusieurs semaines que on avait, c'était quotidien de croiser ces objets. C'était fréquent de les rencontrer quand on faisait des missions d'entraînement, et ça a duré plusieurs semaines comme cela. Ça faisait partie de notre environnement que de croiser ces objets bizarres. Et là, ce qui a pu se passer, c'est que bah, l'objet s'est rapproché. En gros, l'objet a fabriqué, comme les avions volaient en formation, ça a cassé la formation parce que est vraiment volé trop près d'eux. Et c'est pour ça d'accord. qu'il a pu les voir en détail de cette manière-là. Alors, je trouve que ça, c'est un cas tout à fait intéressant. Alors, pendant ce temps-là, j'allais dire, on a l'impression que la France est un peu le parent pauvre. Alors, dans le livre, tu parles du Bureau des OVNI. Alors, bon, 1977, création du GEPAN, GEPAN, alors qu'aujourd'hui, le GEPAN, c'est GEIPAN. Alors, je dois dire que moi-même, en 1978, à l'invitation de Claude Poher, j'étais à Toulouse pour la première séance plénière du GEPAN avec les groupements ufologiques de l'époque. Mais dans le livre, ce qui est intéressant, tu nous parles que dès 1951, il y avait au sein de l'armée de l'air un bureau qui s'appelait le CEMOC, le Service d'études des mystérieux objets célestes. Est-ce que tu peux nous dire un peu la genèse? Parce que finalement, là, tu rétablis un peu l'équilibre. Là, on a beaucoup parlé des États-Unis, on a parlé de l'Europe, mais en France, il y avait quand même des choses dès les années 50 qui étaient en place. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que j'ai tenu à. Moi, j'aime bien rendre à César ce qui est à César, quoi, en quelque sorte. Et la vague de 54 en France a été un événement retentissant. En gros, aussi retentissant que la vague de Drovny au-dessus du New Jersey, sauf que là, ça concernait la France entière. En un mois, il y a eu à peu près. Alors, il y a plusieurs façons de comptabiliser ce qui s'est passé sur la vague de 54, qui a duré à peu près 2 mois.
même si de façon plus large, elle a pu débuter, elle a été plutôt sur là aussi octobre-novembre, même s'il y a des cas sur la fin septembre, mais il y a même des cas que je cite, hein, dès le mois d'août, on a quelque chose qui commence à se dérouler, qui est un événement important qui se passe à Madagascar. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que sur 2 mois, l'analyse des coupures de presse montre qu'il y a eu plus de 3000 articles au sens de compte-rendu dans la presse locale, puisqu'à l'époque, la France est à 65% rurale. Donc, c'est la France du terroir, des campagnes, on pourrait dire peu éduquée, à l'époque, dans les années 50, il n'y a même pas encore l'eau courante, hein. L'eau courante dans les campagnes, c'est extrêmement rare, c'est plutôt dans les villes. Donc, c'est une France des campagnes qui a la casquette et qui se balade en vélo et qui marche à pied, qui observe des choses extraordinaires. Et parmi les 3000 observations qui ont eu lieu dans cette vague de 54, on a quand même 300 rencontres rapprochées. Alors, bien sûr, par rapport à tout ça, il y a une part de 20-30% de canulars, de fiers à bras qui trouvaient malin de se mettre en avant, vu les mois que provoquaient toutes ces rencontres. On a une presse nationale, notamment celle qui sortait le dimanche, qui avait ouvert une rubrique qui s'appelait Le Courrier des soucoupes, par exemple, et qui se faisait l'écho de ce qui remontait de la presse régionale. Donc, D'accord. il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est déroulé en France à ce moment-là, et ça fait penser à ce qui se passe des décennies après dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a 2 députés français qui posent des questions, de mémoire, c'est en novembre ou en décembre 54, mais je crois que c'est mi-novembre C'est ça. 54, C'est qui ça. posent des questions au gouvernement. Tout à fait. C'est Mendes France, je crois, de mémoire, le Premier ministre à l'époque. Et donc, Mendes France tape du poing sur la table et il se tourne vers les militaires. Il leur dit, bon, bah, étudiez ça sérieusement. Et là, il y a un comité secret, en quelque sorte, ou en tout cas un groupe d'études secret au sens confidentiel, qui va se mettre en place, qui s'appelle la CEMOC, au sein de l'armée de l'air. Et ce qui est particulier sur la CEMOC, c'est que pour l'instant, c'est en tout cas ce que relate Thibaut Canuti ou d'autres personnes qui ont fait des travaux de recherche au cours des années 2000 sur les archives de la CEMOC, des historiens accrédités, c'est que les archives de la CEMOC ont disparu. C'est-à-dire que quand le GEPAN se crée, suite aux accords de partenariat et de collaboration qui ont été en place, la gendarmerie, qui a aussi de mémoire à peu près 300 procès-verbaux par rapport aux opérations de 54, Oui. rétrocède ou partage auprès du GEPAN ses archives. Et il y a d'autres services qui font cela. Mais en revanche, les archives du CEMOC, on ne les trouve pas. Elles sont, alors, est-ce qu'elles ont été détruites? Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce qu'elles ont existé? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que on a ce terme qui existe. On a eu un bureau des ovnis qui est un pionnier du bureau des ovnis, en quelque sorte, qui a existé au sein, mais qui était un militaire. Et du point de vue des archives militaires, du point de vue des historiens accrédités pour accéder aux archives militaires, il n'y a pas trace des travaux et des rapports qu'ont pu faire le CEMOC. Bon, en tout cas, ça, je trouve que c'est une sacrée information parce que effectivement, moi j'ai rencontré des gens qui ont travaillé au CEMOC et qui m'ont confirmé qu'effectivement, au sein de l'armée de l'air, et ce bureau était même situé au Bourget, il y avait effectivement toutes les semaines un briefing qui était fait sur des rapports qui arrivaient donc dès l'année 51 et bien sûr la vague de 54 a été impactée par ça. Alors, dans ton ouvrage, tu abordes aussi le cas des abductions, des cas des enlevés. Tu cites notamment Marie-Thérèse de Brosse, qui a écrit un livre il y a quelques années sur les cas d'enlèvement. Et tu parles notamment aussi du cas de Betty et Barney Hill, 1961, aux États-Unis. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans cette affaire, effectivement, c'est que là, on est resté, j'allais dire, sur des cas tout à fait conventionnels, des cas d'observation tout à fait officiels. Et dans ton livre, donc, tu commences à aborder donc ces cas de rencontres, alors qui ne sont plus des rencontres du troisième type, on pourrait parler des rencontres du quatrième type, ces cas d'enlèvement. Est-ce que tout ça est sérieux? Ça repose sur du concret? Dis-nous un peu quel est le fruit de ton enquête par rapport à ces affaires. Oui, alors c'est sûr que au niveau de mon enquête, je vais m'intéresser au phénomène OVNI et en particulier, en tout cas ce qui me semble saisissable, c'est
l'impact humain du phénomène ovni, c'est-à-dire l'impact que ça peut avoir sur la société, la politique, l'économie, les médias, la conscience, le psychisme, notre imaginaire, etc., etc. Donc, euh, c'est vraiment la notion de l'impact social, en fait, hein, du phénomène D'accord. ovni qui m'intéresse. Et puis, comme tu as pu le voir au fil de l'ouvrage, la manière dont on tricote avec des narratifs, le narratif américain, la position française, et puis on bascule à un moment donné avec les récits des enlèvements et les récits des contactés. Et il se trouve qu'en tout cas, notamment pour le cas de Betty et Barney Hill, on est sur le cas est il est à la fois le premier, il est à la fois l'archétype, au sens où il va poser comme ça des ingrédients ou des éléments des balises, des éléments de référence, et simultanément, il a des dimensions matérielles assez tangibles, assez incroyables. C'est le cas de Betty et Barney Hill qui posent les premières régressions hypnotiques pour faire remonter à la surface des souvenirs qui sont refoulés. Ce qui est particulier, c'est que ce couple qui relate avoir eu cette rencontre, puisque dans un premier temps, ils se souviennent de la rencontre qu'ils ont pu faire, en tout cas de l'observation qu'ils ont faite d'un objet volant non identifié dans le ciel, cet objet qui a commencé à leur foncer dessus ou à se rapprocher d'eux. Et c'est dans un second temps, parce qu'ils ont des cauchemars récurrents, parce qu'ils ont des troubles de santé qu'ils n'avaient pas auparavant, parce qu'ils ont, enfin, quand ils reviennent à eux après la rencontre, ce qu'ils constatent, c'est qu'ils ont leurs vêtements qui sont un peu déchirés, qu'il y a des marques un peu bizarres sur la voiture, mais ils n'ont pas de souvenirs. Ça met à peu près, ils mettent à peu près 6 mois avant d'aller voir un psychiatre ou un psychologue qui est branché hypnose. Et ce qui est particulier, c'est que les régressions hypnotiques qui sont faites pour chacun des deux, ils vont en fait décrire les mêmes choses, même s'ils ne sont pas dans la même pièce ou même s'ils ne font pas leur déposition en même temps. Et ça, D'accord. c'est tout a été enregistré en audio. Et ce cas, parce qu'en plus c'était un couple mixte, une femme blanche et un homme noir, ça fabrique un gros effet de buzz dans les années 60 aux États-Unis. Et Barney va décéder à la fin des années 60 des suites d'un cancer. Et il y a eu il y a eu plusieurs livres sur leur histoire et il y a eu aussi 2 téléfilms sur leur histoire, dont un qui a été diffusé au milieu des années 70 avant Rencontre du troisième type. Donc l'histoire de Betty et Barney Hill, c'est au-delà d'être une rencontre extraordinaire ou un destin tragique, puisque donc 6 ou 7 ans après la rencontre, le mari va décéder des suites d'un cancer. On est avec un cas qui est aussi extraordinaire que fondamental dans la manière dont il va poser les fondamentaux, qui posent les ingrédients, qui structurent après, pendant 30, 40 ans, jusqu'à maintenant, la manière dont on va D'accord. accueillir et dont on va investiguer et y compris faire remonter des informations, donc avec toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur la création des faux souvenirs, par rapport à la façon d'appréhender une rencontre, ou en tout cas un événement qui dépasse la conscience volontaire de la personne et il faut euh, rentrer en effraction, ou en tout cas, il faut inviter l'inconscient à parler pour avoir des infos qui vont sortir. Et ça, c'est commun à tous les enlevés, et notamment les personnes du CERO en France, hein, de CERO France, puisqu'il y a 300 membres au sein du CERO. Le CERO, qui est l'association qui rassemble les personnes, soit qui sont dans le domaine du psychisme, des professionnels de la psyché, je veux dire, des personnes formées à l'écoute et à l'accueil, soit des personnes qui ont été contactées. Ce sont les seules personnes qui peuvent faire partie du CERO en France. Il y a 300 membres et à chaque fois, le phénomène est commun qui est d'avoir une mémoire qui a été un peu, beaucoup, passionnément effacée, quoi. Alors, ce qui est intéressant pour les cas d'enlèvement, c'est que bon, on a eu des travaux faits par le docteur John Mack, aujourd'hui malheureusement décédé, de l'université de Harvard aux États-Unis, qui lui a démontré que ces cas d'enlèvement liés aux ovnis n'étaient pas une pathologie et correspondaient à un véritable vécu. Et je dois préciser, bon, moi, à titre personnel, j'ai enquêté sur pas mal de cas d'enlèvement. Il y a en France un catalogue documenté qui n'est pas encore publié d'environ 350 cas en France de cas d'enlèvement qui s'échelonnent entre les années 60, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, ce qui est à la fois peu et beaucoup. Alors, moi, le phénomène des cas d'enlèvement, il m'a intéressé dans ton livre parce que
parle de toute une mouvance qui est née dans les années 50 aux États-Unis sur un site qui s'appelle Giant Rock, qui existe toujours. C'est un endroit dans le désert, près de la Californie, où il y a une énorme météorite qui est tombée sur la Terre il y a de ça quelques millions d'années. Et tout autour de ce site, il y a eu le phénomène des contactés. Dans les années 50, on a plein de contactés. On a Georges Adamski, on a Howard Menger, enfin plein de contactés qui racontaient avoir eu un contact, être montés à bord d'appareils venant de l'espace, pilotés par des extraterrestres. Et je trouve tout à fait intéressant que tu en parles parce que cet épisode de l'histoire d'ufologie des années 50 aux États-Unis est quasiment oublié aujourd'hui des ufologues français et européens. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette affaire des années 50 avec tous ces contactés, Orfeo Angelosi, enfin, Truman Miturum, les noms me reviennent. Comment tu vois ça? Comme un phénomène totalement authentique, comme un phénomène qui a impacté aujourd'hui encore des cas peut-être semblables? Comment vois-tu les Alors, choses? oui, ben, en tout cas, il se passe quelque chose et on a des influenceurs en fait, hein, qui émergent. Euh, Moi, je pense qu'il faut distinguer des contactés qui disent avoir reçu, comment dire, adoptent un costume qui est d'avoir reçu une révélation, d'être un élu et de monter des organisations par rapport à ça qui seront de type sectaire par rapport à un discours ou par rapport à un récit qu'ils vont faire de leur contact. Donc, ça peut être un contact, en tout cas on sait bien que dans le cas d'Israël, on est sur quelque chose qui est qui a été largement amplifié ou brodé ou romancé. Il y a trop il y a trop d'incohérences où tout est trop parfait dans ce qui est relaté dans sa dimension d'élu pourquoi lui serait plus un élu que les autres qui ont été contactés. Tout à fait. Simplement dans une approche comparative, il y a quelque chose qui est un peu surprenant. Et puis on va avoir d'autres contactés qui eux ne sont simplement euh, qui reçoivent une information et cette petite voix dans la tête ou cette écriture automatique ou aussi ce voyage qu'ils ont pu faire s'accompagne d'un message qui peut être télépathique, qui peut prendre d'autres formes, qui va leur demander, qui va les inviter à ne pas avoir peur, qui va les inviter parfois à prendre la parole pour partager le message. Donc on a moi, ce qui m'a lancé dans cette archéologie en fait du phénomène des contactés et des galactiques, hein, et des rassemblements, c'est que j'étais assez frappé, premièrement par euh, les rassemblements galactiques qu'il y a eu en France à partir de 2023. J'ai eu la chance et même la revue Orbs était partenaire de l'événement qui s'est déroulé en juillet 2023 à Tours, les premières Ah, rencontres galactiques. oui. Et puis j'ai pu être présent aussi à celles qui ont eu lieu en août dernier dans la Drôme à UPI. Et j'ai surtout eu la chance de pouvoir participer en tant que reporter galactique, hein, j'avais mon badge en tant que tel, au congrès Exovision qui a eu lieu à Limoges en mars 2024. Et donc, et donc, ce que j'ai pu voir, c'est des centaines de personnes par rapport aux rencontres galactiques en 2023 et en 2024. Et on pourrait même dire des milliers de personnes par rapport à celles qui ont eu lieu à Limoges, que de mémoire, il y avait 2700 personnes, je crois, dans la salle. Enfin, en tout cas, on était assez nombreux. Est-ce qu'on Euh, peut dire que ces rencontres galactiques là, dont tu parles, effectivement, dont certains ont entendu parler, seraient un peu la réplique de ce phénomène né dans les années 50 en Californie Exactement, c'est-à-dire que avec avec les ça a les contactés mêmes américains? composantes, ça a les mêmes ingrédients, un rassemblement de masse avec où on dépasse le seuil du millier de personnes qui vont être rassemblées et où on a un mélange d'intervenants qui combine, des fois c'est un contacté qui va relater son expérience, des fois c'est un scientifique qui va prendre la parole en tant que recherche d'avant-garde sur l'énergie libre, sur la propulsion antigravité, etc., etc. Donc, on va avoir un profil scientifique qui va prendre la parole. Et puis aussi, on va avoir des anciens de l'armée,
des vétérans qui vont aussi raconter ce qui s'est passé dans telle année ou ce qu'on n'a pas dit à tel moment parce que c'était classé confidentiel d'Air France. On a le même type de mélange d'intervenants qui se retrouvent dans les programmes d'aujourd'hui par rapport à ce qui se passait dans les années 50 et même ces rassemblements-là et continuent d'exister aux États-Unis. Il y a un gros rassemblement annuel qui s'appelle Contact in the Desert, qui, pareil, rassemble 4000, 5000 personnes. J'avais envoyé quelqu'un de l'équipe de Orbs en envoyé spécial là-bas en 2017. Et ce qui fait que ça m'avait ramené des informations de comment ça se déroulait. À titre personnel, mon premier rassemblement de masse, c'était Burning Man, un gros festival qui a lieu dans le désert du côté du Nevada. Et donc, ça a été un peu mon baptême du feu en tant que journaliste indépendant ou en tant que globetrotter reporter. En 99-2000, j'étais allé à Burning Man et j'ai été plongé comme ça dans un événement plus grand que l'échelle humaine, puisqu'il y a 25 000 personnes qui se rassemblent et c'est un espèce de Disneyland géant avec des œuvres d'art perdues dans le désert et la nuit il fait froid et le jour il fait très chaud. Donc j'ai eu moi-même mon expérience des rassemblements de masse et ça m'intéressait de voir un peu ce qui se passait avec Contact in the Desert en 2017 et on voit très bien que ça fonctionne par pointillé, mais on est avec les mêmes ingrédients et les mêmes composantes en fait, y compris avec des veillées diurnes ou nocturnes, ou même ce qu'on va appeler des CE5, c'est-à-dire des rituels d'invocation ou des rituels d'invitation à ce que des soucoupes apparaissent. Et ce qui fait que là, maintenant, aujourd'hui, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des gens qui vont sortir sur le parking et qui vont tourner le téléphone mobile vers le ciel pour prendre plein de photos, pour pouvoir voir si par rapport à la méditation guidée qui a pu avoir lieu à un moment donné, ça a pu fabriquer des distorsions de champ qui permettent la facilitation de l'apparition de quelque chose. En tout cas, moi, je tiens à te remercier d'avoir fait le lien entre bon, ce phénomène des galactiques qui se passe actuellement en France et ce phénomène des cas de contactés américains. Tous ces contactés américains à l'époque ont eu un succès énorme. Ils ont publié des livres de façon importante. Certains ont produit des photos. Alors après, on peut dire on y croit, on n'y croit pas, c'était faux. Bon, en tout cas, moi, je considère qu'il y a un impact politique, sociologique et économique dans ces deux mouvements. Et effectivement, tu fais le distinguo avec il y a eu quelques mouvements sectaires, ça c'est encore autre chose, mais effectivement, les mouvements sectaires, on les distingue très vite dans ce domaine-là, parce qu'il y a un gourou, il y a une dimension financière qui est énorme et tout repose sur un personnage qui rassemble tout sur sa personne. Il y a une sorte de culte de la personne. Alors que dans ces mouvements de contactés, qui, à mon avis, finiront par être étudiés de façon tout à fait objective, alors peut-être pas par le GEPAN, mais en tout cas montreront que, il se passe quelque chose. Cet impact politique, sociologique et économique de ces mouvements de masse, de contacter et d'enlever, et bon, tu nous en as déjà pas mal parlé, mais comment est-ce que tu vois le devenir ou la transformation de ce mouvement qui visiblement touche maintenant la France? Peut-être ça va se développer dans d'autres pays de l'Europe. Comment vois-tu les choses? Alors, ben, il y a plusieurs tendances qui sont à l'œuvre. La première, c'est que, et que je relate dans le chapitre sur les galactiques, c'est qu'on a, d'un côté, on pourrait dire la continuité d'un mouvement New Age qui se structure et qui prend de l'ampleur à travers les régressions hypnotiques. Mais sauf qu'au lieu d'aller voir ses vies antérieures, on va voir si on a des racines arcturiennes, lyriennes, si on vient des étoiles, si on a un starseed, etc., etc. Donc, au-delà du côté un peu folklorique des planètes, des espèces, etc., etc., moi, ce que je peux noter, ou en tout cas ce qui me saute aux yeux, c'est que la parole se libère. Ça devient de moins en moins tabou. Et ça, je trouve, c'est très intéressant. Dans ce contexte plus global, on l'a évoqué avec Guerrero, on l'a évoqué avec les États-Unis et le Congrès, où la parole se libère sur le sujet. Alors, les ovnis, c'est pas l'hypothèse extraterrestre, de la même façon que les crop circles, c'est pas les ovnis, mais en même temps, tout ça a des ramifications. Il y a des passerelles très fortes qui existent, puisque
implicitement, entre nous, enfin, quand je dis entre nous, c'est au sens spontanément, une fois sur deux, lorsqu'on parle des ovnis, il y a la question des extraterrestres qui se trouve à être associée, alors que scientifiquement ou même de façon vraiment philosophique, ça n'est pas la même chose. Un ovni, c'est un ovni, et la question et l'hypothèse extraterrestre, c'est autre chose. Et c'est pour ça que C'est moi autre j'aime bien chose. On est l'expression d'accord. hypothèse extraterrestre. Et l'hypothèse extraterrestre étant elle-même pas exactement identique, mais il y a des parties qui se chevauchent un peu avec ce qui va concerner l'exobiologie ou l'astrobiologie, par exemple. Donc, donc la vie extraterrestre, c'est pas la même chose que l'hypothèse extraterrestre, et l'hypothèse extraterrestre, c'est pas la même chose que tout le discours et tous les récits qu'il peut y avoir sur la Fédération galactique ou le Conseil des mondes interplanétaires, etc., etc., ou bien sûr les messages révélés qui arrivent par des personnes qui font du channeling. Je fais ce geste-là parce qu'on est vraiment sur cette idée d'avoir des informations qui descendent avec des personnes qui rentrent dans des états de conscience modifiés et qui vont être le relais, le vecteur d'informations qui viennent d'ailleurs. Et donc ça, pour moi, ça s'apparente à ce que j'appelle l'ufologie psychique, c'est-à-dire une ufologie ou en tout cas, il y a des informations sur euh, des civilisations extraterrestres, sur des vaisseaux spatiaux, ou que sais-je, qui arrivent par des formes médiatiques, par des canaux de transmission qui sont similaires à ce qui existe par ailleurs dans le secteur du paranormal ou dans le secteur de la médiumnité. Et, D'accord. et là, donc, la parole se libère. Ça veut donc dire que même si ça fait les gorges chaudes de la presse en France, il y a... les gens commencent à se reconnaître entre eux, ils échangent entre eux. J'évoque notamment le cas des équipes au sol, hein, ce réseau qui, en un an et demi, a multiplié par 100 le nombre de membres à travers les réseaux sociaux, le groupe Facebook, le groupe Telegram. Donc, on a vraiment des effets de communauté qui se mettent en place. Et là, ce que ça nous montre, basiquement, c'est que s'il y a des communautés, il y a des influenceurs, il y a des figures de référence, des figures de tutelle dont on va écouter les messages ou ou dont la vie va être importante. La vie n'est pas anodin, la vie est importante, soit parce que c'est la première personne à avoir pris la parole, soit c'est parce qu'effectivement cette personne a amené des preuves conséquentes, soit c'est parce il y a donc effectivement une certaine audience qui s'est installée et au même titre, mais au lieu que ça passe par la télé comme c'était le cas, ou les bouquins comme ça se passait dans les années 80, maintenant ça se passe par YouTube. En tout cas, moi, je trouve intéressant j'allais dire, de redorer un peu le blason de toutes ces histoires de contact, aussi bien celles des années 50 que celles qui peuvent se passer aujourd'hui, puisque au sein du Capitole aux États-Unis, on a quelqu'un comme Navin Grunge qui, lui, dit qu'il y a un programme secret de récupération de crash d'OVNI. On a un certain nombre, bon, en France, on a eu Alain Juillet, qui a été ancien directeur de la DGSE, qui lui dit le sujet des ovnis est à prendre au sérieux, ça concerne la défense nationale. Donc on voit qu'il y a une espèce de lien qui est fait dans tout ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que le phénomène ovni serait à l'aube d'une nouvelle religion? Alors là, on change un peu de registre, mais est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir un dérapage et que du coup, là, on est plutôt dans l'observation de témoignages, les témoins classiques, des militaires, des contactés, tout ça, c'est des témoins, mais est-ce que ça pourrait pas basculer vers une nouvelle religion? Point d'interrogation. Alors, ta question est intéressante pour parce qu'elle a plein d'entrées différentes, en tout cas, parce il y a plein de dimensions dedans. La première, c'est qu'en fait, tu as évoqué John Mack tout à l'heure, le psychiatre, qui a fait un travail clinique, professionnel, qui a été déterminant dans le fait de rendre fréquentables les personnes qui se disaient contactées ou enlevées. Ça, c'est un premier point. Et John Mack, ça se situe dans quel moment? Ça se situe au cours des années 90. Tout Et à en fait. fait, dans les années 90, on va avoir d'autres universitaires qui commencent à faire des études sur ces sujets-là, et notamment des anthropologues. Et donc, moi, j'ai pu voir passer ça en termes de références bibliographiques, en termes de travaux universitaires. On a des anthropologues dans des conférences d'anthropologie ou d'ethnologie qui prennent la parole pour se faire part d'études sur le terrain ou d'études des discours, d'analyse des discours, qui donc se font l'écho de recherches personnelles qu'ils ont pu mener. Et donc, ça veut dire qu'on est, avec les années 90, on a quelques têtes de pont universitaires qui commencent à s'intéresser au sujet.
Et puis, donc, ils vont produire de la connaissance, ils vont produire des études, produire des rapports, superviser éventuellement des travaux de mémoire ou des travaux de thèse. Et donc, entre 95 et 2005, on a comme ça des travaux qui commencent à être produits. Et on a donc une nouvelle génération de chercheurs qui arrivent, qui s'inscrivent dans les pas de leurs aînés, hein, la fameuse histoire d'être sur l'épaule des géants. Et donc, on a des Jeffrey Kripal qui commencent à émerger, on a d'autres auteurs, on a Diana Pazulka qui commence aussi à apparaître, enfin dans leur carrière universitaire, je veux dire, hein, au niveau Ouais. de leur poste universitaire, de leur statut. Et puis, depuis 2015, ces, ces, ces chercheurs qui sont donc dans des postes universitaires vont être à l'initiative d'un mouvement universitaire. Et moi, ça m'a assez marqué de voir qu'aux États-Unis actuellement, on a ceux qui prennent la parole, ceux qui viennent des sciences humaines et qui prennent la parole sur la question euh, des ovnis ou de l'hypothèse extraterrestre. Une bonne partie d'entre eux sont des philosophes, sont des historiens des religions, sont bien sûr donc des anthropologues ou des ethnologues, c'est-à-dire qu'eux, ils viennent des sciences sociales ou de ce qu'on appelle l'anthropologie culturelle. Mais en tout cas, on a comme ça des nouveaux types de penseurs qui arrivent et qui arrivent aussi avec leur cursus universitaire, leur bagage universitaire. Donc, D'accord. c'est. Et ce qui fait qu'ils vont regarder le phénomène ovni en s'y intéressant. Et Diana Pazulka, que je cite hein, à la fin de l'ouvrage, sur les parties un peu des tendances actuelles en matière de recherche universitaire, elle, sa spécialité, c'est les phénomènes mystiques au cours du Moyen Âge. Et dans ce cadre-là de travail de recherche et de recherche historique, donc où elle s'intéresse aux gens qui font de la lévitation, elle s'intéresse aux personnes qui ont des auras autour d'eux, des auras de lumière, des personnes qui vont des écrits, des chroniques médiévales qui se font l'écho de miracles ou de phénomènes extraordinaires, et aussi donc des saints ou des individus identifiés qui sont associés à ces phénomènes extraordinaires, c'est ce qu'on appelle des phénomènes mystiques, eh bien, elle commence à se. Donc, elle va travailler au Vatican, elle accède à la bibliothèque du Vatican et elle trouve certains manuscrits incunables par là-bas. Et D'accord. elle commence à. Il y a un moment donné, elle a une discussion avec des gens autour d'elle dans son réseau aux États-Unis. Et c'est là où commence à émerger l'hypothèse que, en fait, que ce soit des récits écrits qui me parlent d'anges qui descendent du ciel, auréolés de lumière, ou que c'est une histoire d'extraterrestre qui apparaît au détour d'un chemin pour discuter avec des enfants en étant auréolé de lumière, il y a quand même beaucoup de points communs. D'accord. Et donc, ce qui fait que bah, Diana Pazulka, elle, en l'occurrence, elle estime, elle a déjà fait deux, trois bouquins par rapport à ce qui se passe au niveau cosmique aux États-Unis, par rapport à ce qu'elle suit, qu'elle écoute, les enquêtes de terrain qu'elle a pu mener, à ses yeux, euh, elle est spécialiste de ce qu'est une religion. Les éléments qui se mettent en place au niveau du discours, de la doctrine et aussi des ingrédients d'une croyance partagée qui sont en train de se diffuser avec, et les valeurs qui vont avec, et bien en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une religion qui est en train de se constituer, mais vraiment, ça n'arrive pas avec quelque chose qui descend du haut vers le bas, c'est plutôt du bas vers le haut que quelque chose est en train d'émerger, où les personnes partagent un corpus de croyances, vont partager un corpus de valeurs, un regard sur les choses qui va être très similaire. Et en gros, il y a cette idée de transcendance en relation au divin, et simultanément, on a cette relation à la technologie, et une technologie extraordinaire, très avancée, qui est d'une technologie de science-fiction, et donc ça a les deux composantes. Et pour terminer là-dessus très rapidement, il ne faut pas oublier deux choses, c'est que le premier, en tout cas l'un des tout premiers à médiatiser, à populariser le fait que les miracles de Fatima, les apparitions de Fatima, notamment l'apparition de octobre 1917, euh, peut être assimilé à un cas d'observation d'OVNI, c'est Jacques Vallée. Et euh, Jung, le célèbre psychanalyste hein, qui est à l'origine de la notion d'inconscient collectif et aussi de l'animus, de l'anima, enfin bref, d'une analyse symbolique avec les archétypes qui influencent notre façon de voir les choses et les mythes qui nous traversent ou Jung, à je te coupe, adhérer, des récits Jung mythologiques, a des récits écrit le légendaires. livre
Le titre m'échappe. Un Enfin, mythe moderne. Voilà, voilà, c'est le dernier livre de le Jung. dernier livre qu'elle a écrit, Un mythe C'est le moderne, livre que Jung a sorti. Il a dédié sur un les livre ovnis. à la question des ovnis, quoi. Voilà. Alors, moi, je trouve tout à fait passionnant tout ça. Est-ce qu'on peut parler d'un soft power sur les ovnis? Est-ce que c'est une espèce de mouvement qui est enclenché et contre lequel on peut plus, enfin, non pas faire quelque chose? Alors, c'est sûr que moi, par rapport à ma trajectoire ou par rapport à mon expérience, ayant pratiqué la communication politique et comment gérer l'influence et comment aussi décrypter l'influence de certains lobbies industriels au sein des institutions européennes dans lesquelles j'ai pu évoluer pendant quasiment une décennie, par rapport à mon expérience avec les médias, on entend beaucoup depuis quelques années la notion de narratif. Et donc, en fait, moi, ce que je vois, c'est que, enfin, ça me saute aux yeux, en tout cas, ça fait partie des constats qui m'animent et qui ont contribué à me filer le virus des questions UFO et de l'hypothèse extraterrestre. C'est que c'est assez surprenant comment euh, bon, ça existe pas. Là-dessus, on va avoir des querelles ou des controverses sans fin entre les faits ou les indices qui peuvent exister et qui montrent que quelque chose existe. Et c'est d'ailleurs maintenant officiellement reconnu par les plus grandes institutions. La première à l'avoir fait, ça a été la France, en tout cas. Et puis le fait de dire que ça n'existe pas, et par exemple, la manière dont tout le mouvement des galactiques se fait largement moquer par des approches tolérboulon un peu plus conventionnelles. Donc, on est sur des controverses sans fin par rapport à ça, par rapport à la date d'aujourd'hui. Mais en revanche, moi, ce que je vois, c'est comment, vraiment m'épate, ce que je trouve vraiment époustouflant, c'est comment les questions de narratif OVNI, de narratif UFO, imprègnent notre société, se déclinent dans la publicité. On l'arbore sur des t-shirts, ça devient des objets culturels qu'on manipule, qu'on consomme à longueur de journée, qu'on le veuille ou pas, à travers les films de science-fiction, à travers, je parle même pas des romans de science-fiction ou des films, enfin, comment dire, on a Hollywood qui fabrique des films de science-fiction, et parmi ces films de science-fiction, on a énormément de films avec des questions d'ovnis, et c'est à la manière américaine, où c'est les cow-boys et les Indiens, quoi. C'est un peu pareil, sauf que Tout à fait. ça vient de l'espace, quoi. Mais en tout cas, donc ça imprègne la culture qui est présente autour de nous, avec malheureusement avec une couleur très 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 américaine, alors qu'il y a d'autres couleurs possibles. Et donc on voit très bien qu'il y a une invasion du narratif ovni et que tout ça, ça travaille notre conscience, ça la façonne, ça la modèle notre conscience. Et ça la modèle dans la manière de nous donner par exemple des mots, de nous donner des termes, de nous donner des nouvelles possibilités de décrire des expériences qui autrement échapperaient ou en tout cas seraient décrites d'une façon extrêmement décalée par rapport à comment on en parlerait aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais, dans les conclusions qu'on peut avoir ou par rapport à des discussions qu'on peut avoir aussi avec des questions des personnes qui nous ont suivis ce soir, c'est que, quoi qu'on en pense, euh, on est dans une situation aujourd'hui où je pense que jamais la parole n'a été aussi autant omniprésente et libérée sur la question OVNI. C'est quand Bon, même assez impressionnant. On peut dire que la divulgation Made in USA, elle risque d'accoucher d'une souris, bien entendu, parce que c'est ce que nous montrerait l'histoire par rapport aux différentes phases comme ça, de fièvre de divulgation qu'il y a pu y avoir dans les années 50 ou les années 70 et les années 2000. Donc tous les 25 ans à peu près, il y a un mouvement comme ça où il y a des Don Quichotte qui vont à l'assaut des dossiers secrets pour essayer de les révéler. Et à chaque fois, on les renvoie dans les cordes, on leur donne des faux documents ou des pseudo-dossiers. bon. Là, En la tout cas, situation est un petit peu oui, différente. Ça peut tout à fait accoucher d'une souris avec des stratégies de oui. diversion, mais en tout cas, on a une parole qui s'est libérée, et cette parole qui s'est libérée fabrique une multiplication des sources, une multiplication des émetteurs sur la question UFO. Donc, c'est pas simplement, enfin, en tout cas, la question de l'impact humain du phénomène OVNI, ça s'accompagne d'une invasion des narratifs OVNI ou des narratifs extraterrestres dans la société. Et moi, en tout cas, j'invite chacun d'entre nous à monter en examen de conscience ou à être attentif et vigilant par rapport à ça, parce que ces narratifs UFO ne sont pas la réalité.
ce sont des discours que l'on crée sur une réalité. Et donc la réalité du phénomène UFO ou la réalité du phénomène extraterrestre sera sans doute très surprenante et très différente de ce que c'est en réalité, de ce que c'est dans la manière dont c'est décrit aujourd'hui. D'accord, ok. Et les descriptions que nous avons aujourd'hui, c'est uniquement la manière dont nous sommes capables aujourd'hui d'en parler. Bon, en Et tout cas, donc, je trouve que c'est une démonstration mm, formidable du soft power ufologique. mm, mm. Avec ce que tu viens de nous décrire, on a, on va dire, on a un nouveau concept qu'il faut prendre en compte. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Moi, Oui, j'ai le soft une- power, tu l'as évoqué, pour ceux qui ne connaissent pas, je le dis très vite, c'est en fait un outil, c'est un concept qui est apparu au début des années 2000, qui est un concept de géopolitique, qui est le fait que pour des États, pour des organisations, comment faire de l'influence sans passer par la force militaire ou sans passer par la guerre commerciale. Et donc, c'est de passer par la culture, c'est de passer par des discours, c'est de passer par des œuvres d'art, et donc d'avoir de l'influence à travers l'attirance qu'on va générer vers sa culture et vers sa production culturelle. Et ça, c'est le soft power. Et de fait, on a quelque chose qui est de l'ordre du soft power UFO aujourd'hui, qui est dominé par un narratif américain. Et moi, à titre personnel, aller suivre ce qui se passe dans d'autres ufologies que l'ufologie américaine, eh ben, ça va être je prends mon bâton de pèlerin par rapport à ça pour les années qui viennent. Voilà. Alors, dernière question en une phrase. Après toute cette enquête que tu as faite, les ovnis pour toi, quelle est l'hypothèse à retenir? Alors, la première chose, c'est que quelque chose est là. Quelque chose existe, quelque chose vient nous faire coucou, si j'oserais dire, en étant un peu léger par rapport à la situation. Euh, Moi, quand je vois qu'il y a 160 hypothèses qui existent sur la question OVNI ou hypothèse extraterrestre, les êtres interdimensionnels, les humains du futur, le machin, le truc, donc ça montre bien que c'est une formidable machine à penser. Donc en fait, la question UFO, c'est pas simplement que il y a une partie de conscience par rapport au phénomène, c'est qu'en fait, la question UFO, ça nous travaille la conscience, ça nous travaille notre façon de voir le monde. Donc c'est un levier d'évolution. Et donc, être attentif au chemin d'évolution que ça nous ouvre, ça nous permet de monter en autonomie, ou en tout cas dans notre pouvoir de choisir le chemin que nous voulons prendre. Moi, je pense que c'est assez important. Je postule, j'ai l'hypothèse que plus la masse critique psychique monte, plus la parole se libère, plus ça nourrit une certaine forme de, pardon pour le terme que j'ai employé, de nous-sphère, de conscience collective, de conscience commune à l'échelle de la planète, et que au fur et à mesure où on grimpe des étages et où on passe en masse critique par rapport à ça ouvre des espaces. Ça ouvre des espaces où des informations complémentaires vont arriver. D'accord. Et donc, on est sur un système comme ça qui s'améliore ou qui s'agrandit ou qui se nourrit en fonction de comment on avance. Donc, c'est parce qu'on chemine qu'on a des nouvelles informations qui avancent. Donc, nous ne devons pas avoir peur de notre parole, nous ne devons pas avoir peur des témoignages, quand bien même ce que nous disons avec un recul de 10 ans, de 20 ans, de 100 ans, paraîtra comme stupide ou naïf, mais ça n'est pas grave. C'est un chemin d'apprentissage et d'évolution. Il y a quelque chose de profondément évolutif par rapport à la question extraterrestre ou à la question des ovnis. Et cette évolution, cette espèce de moteur externe, de ce moteur qui est l'inconnu et qui donne une motivation pour progresser en tant qu'humain, c'est comme ça que l'humanité s'est construite. Alors, je ne vais pas forcément refaire l'histoire du singe et du monolithe, hein, qu'il y a en préambule de 2001 au lycée de l'espace, mais on a quand même quelque chose qui s'impose à nous de cet ordre-là, y compris aujourd'hui. Par exemple, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est très clair avec le cas Ariel de l'école au Zimbabwe en 94. C'est très clair dans quantité de témoignages qui arrivent de la part des personnes qui ont été contactées. Et moi, je trouve ça assez croustillant de voir que euh, les enlèvements et les contactés, ils viennent court-circuiter la volonté de contrôler l'information qui était celle des institutions ou des militaires dans les décennies qui ont précédé. Donc on voit très bien que l'information OVNI, elle court-circuite les barrages ou les filtres qui ne veulent pas que ça existe. Et aujourd'hui, 50 ans après les débuts ou 70 ans après les débuts d'une ufologie moderne et à presque 50 ans après la création du GEPAN en France, on arrive à une nouvelle étape. Moi, ce qui me marque dans l'époque actuelle, c'est on n'a plus vraiment de vagues comme celle de 1950.
Mais en revanche, on a une vague médiatique. Et donc, on a quelque chose qui est de l'ordre, c'est pour ça que je parle d'invasion des narratifs. Et donc, cette vague médiatique, qu'on y résiste ou qu'on cherche à se boucher les oreilles ou à fermer les yeux, on est embarqué et on est pris dedans. Mais en revanche, plutôt que de la subir, nous pouvons choisir quel courant on veut emprunter. Et par rapport à ça, soyons un peu plus, pardon de le dire ainsi, mais tolérants les uns par rapport aux autres. On voit très bien qu'il y a une diversité d'expériences, il y a une diversité de récits. Donc gardons-nous de croire qu'il y a une vérité révélée, mais en revanche, il y a une tendance lourde dont la portée nous échappe aujourd'hui, mais il y a une tendance lourde qui est là. Et l'autre parallèle que je fais, c'est avec le paranormal. À mes yeux, il y a une vraie, il y a une vraie, il y a quelque chose qui se niche dans les passerelles qui existent entre l'ufologie et le paranormal, qui ne doit absolument pas être négligé et qui va être, à mon avis, dans les 10 ans qui viennent, ça va être un révélateur important de nouvelles compréhensions. Charles Maxence, merci beaucoup. J'espère que tout le monde a pu suivre le chat. Il y avait énormément de remarques, de questions que nous avons abordées, qui ont été soulevées, des réponses. On a donné la réédition du livre de Jung, Un mythe moderne. Donc, je rappelle le titre de ton livre, Le printemps des ovnis, l'hypothèse extraterrestre, les faits, le mythe. Je le remontre, c'est à lire, c'est indispensable aux éditions First. Et je terminerai par cette phrase de Carl Sagan, astrophysicien américain qui s'est intéressé à un moment donné aussi aux ovnis, qui disait quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être découvert. Je pense que c'est pour bientôt. Alors, je rappelle, avant de nous quitter, donc le 17 mai, pour ceux qui voudront assister en présentiel à la conférence OVNI aux frontières du réel avec Najib Kari et Eric Zurker, ça se passe à Lyon. On vous donne rendez-vous à très bientôt sur le canal de Vertical Project et Charles Maxence. Merci encore de la qualité et de la clarté de tes propos. Merci à tous. À bientôt. Au Merci à revoir. tous, merci Jean-Pierre, merci Najib, merci. Au revoir. Au revoir.